One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, votre rendez-vous quotidien sur Al24 News consacré à la Coupe du Monde 2026. Au programme de cette édition, un large focus sur l'équipe nationale qui entre dans la phase la plus importante de son mondial. Après son succès face à la Jordanie, les hommes de Vladimir Petkovic poursuivent leur préparation avant le rendez-vous décisif face à l'Autriche. Et dans la deuxième partie, direction le reste du mondial, avec l'exploit sud-africain, le retour en force du Brésil de Neymar et le rêve mexicain porté par tout un peuple. Et comme toujours, j'aurai le plaisir d'être accompagné par notre belle équipe de consultants. Sur ma droite, tout seul, Jamal Hachdi, bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jamal, et en face de lui, Khaled Mouchia, bonsoir. Khadija, bonsoir. Et juste à côté, Mustapha Maza est également présent. Khadija, bonsoir. Bonsoir à tous, messieurs. En attendant, en attendant l'arrivée de Karim Matmour en vidéo conférence, en tout cas, c'est parti pour Club Mondial. Alors, la victoire face à la Jordanie a permis aux Verts de rester en vie dans cette Coupe du Monde, mais le plus difficile commence maintenant. Face à l'Autriche, il ne s'agira plus seulement de bien jouer ou de montrer de belles choses, il faudra aussi gérer la pression, les émotions et les temps faibles. Il s'agit tout simplement d'un véritable examen de maturité, n'est-ce pas Khaled ? Absolument, c'est comme on l'a dit, c'est une petite finale. Donc les finales, ça ne se joue pas, ça se gagne apparemment. À part si Jamel et Mustapha nous font des mathématiques par rapport au meilleur troisième. Mais moi, je pense que non, il va falloir l'aborder de cette manière-là. C'est-à-dire un match, vraiment un match important. Un match avec un adversaire de taille, comme tu viens de le dire, qui a montré de belles choses lors du premier match contre la Jordanie et le second contre l'Argentine, même s'il l'a perdu. Donc non, je pense que dans la lignée de ce qu'on a produit contre la Jordanie, ce match est bienvenu pour pouvoir savoir où on en est exactement par rapport à notre niveau et savoir si la dynamique positive est toujours là. Algérie-Autriche, Mustapha, c'est le rendez-vous de la maturité, avant tout. On va jouer le dernier match, c'est le jour de notre qualification, Inch'Allah, sans faire de calcul ni autre chose. C'est vrai que les 8 meilleurs troisièmes auront la possibilité de jouer les 16e, mais je pense qu'on fera le tout pour essayer de décrocher cette qualification et confirmer le résultat de la Jordanie. La victoire contre la Jordanie, Jamel, qu'est-ce qu'elle a changé ? Elle a beaucoup changé. D'abord, l'état d'esprit, la confiance. Parce que je pense qu'une victoire a été plus qu'indispensable pour d'abord
redonner confiance aux joueurs et dire que rien n'est encore perdu parce qu'avec 3 points, on peut également passer s'il n'y aura pas beaucoup de changements dans les autres groupes. Mais je pense que ce match me rappelle celui de 2014 contre la Russie. 2014 contre la Russie, oui. Exactement. Sauf qu'à ce moment-là, la Russie, c'était un match couperé. Celui qui perd était pratiquement éliminé. Les mêmes enjeux. Hein? Les mêmes enjeux. Le même enjeu, pratiquement. Sauf que maintenant, c'est-à-dire qu'il y a encore des possibilités pour que les 2 équipes se qualifient. Il y a des possibilités. Mais il faut entamer le match avec la même détermination, bien sûr, pour essayer de le gagner également. Et puis Jamel m'a tendu la perche. Ce rendez-vous peut-il devenir le nouvel Algérie-Russie de 2014? Oui, après, même si ce ne sera pas le même contexte, peut-être. Le même contexte, bien sûr, parce que comme vient de le dire Jamel, une des 2 équipes qui perdait ce match-là a été éliminée. La Russie a fait match nul, ce n'était pas suffisant pour elle. Donc le contexte n'est pas le même, dans le sens où, comme vient de le dire Jamel, un match nul pourrait qualifier les 2 équipes. Donc c'est vrai que ça rentre en compte, non seulement dans la tête des Autrichiens et dans la tête des Algériens, mais je ne pense pas qu'ils vont aborder ce match de cette manière-là. Moi, en tout cas, j'aborderai ce match-là pour essayer de le gagner, parce que même si le match de la Jordanie nous a redonné de la confiance, je pense qu'on a encore besoin d'un match, on va dire test, ou même un match référence, qui va nous permettre de préparer ce 16e, Inch'Allah, si on passe, dans les meilleures conditions. Donc je pense qu'on a besoin aussi d'avoir un match ou une victoire dans cette phase des 3 matchs-là, de poule, pardon, parce qu'on a perdu, on fait une victoire qui est importante, mais on va dire au forceps. On a besoin d'une victoire qui nous fait du bien moralement. Et puis Karim Atmour vient de nous rejoindre en visioconférence. Bonsoir Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ou dois-je dire Happy Birthday? On sait pourquoi tu es en retard. Tu vas manger du gâteau en cachette. Merci, bonsoir tout le monde. Direct pour entrer dans le vif du sujet, je rebondis un peu sur ce que Khaled a dit. Oui. Il disait que ça a engrangé de la confiance psychologique, mais pas de la confiance dans le jeu. Parce que dans le jeu, après la première mi-temps et après avoir encaissé le but, je pense on est toujours un peu dans une situation où on a besoin d'avoir des assurances dans le jeu, ce qui n'est pas le cas encore, que ce soit au niveau des courses, au niveau de la circulation du ballon, et le repli défensif aussi quand on va aller presser. Donc, mais d'une manière générale, il y a un état d'esprit qui est plutôt positif. C'est plutôt ça, et il faut essayer de capitaliser là-dessus et essayer de tout de suite, face à l'Autriche, directement enchaîner en fait avec ce capital positif. Et puis, Karim, les Verts doivent-ils considérer ce match comme une finale? C'est une finale. À votre avis? C'est une finale. C'est une finale qui, peut-être avec un match nul, peut permettre de la gagner quelque part. En tout cas, gagner cet objectif. Mais la perdre, je pense, on passera pas en tant que meilleur 3e si on perd. Et puis, c'est une finale où les 2 équipes ne vont pas perdre. En fait, je pense que même si tu perds, Karim, et que tu te qualifies, c'est pas le même impact. Parce que tu peux perdre et peut-être te qualifier par rapport à un goal average qui nous arrange, perdre 1-0. Après, c'est une question de mathématiques. Mais aborder le 16e de finale dans cette configuration, je ne pense pas que ce soit la meilleure des dispositions. Donc je pense qu'il faut y aller pour gagner. Dans le classement, on a le Congo qui joue contre l'Ouzbékistan. Donc le Congo devrait gagner. C'est largement leur portée. Le Cap-Vert, c'est l'Arabie Saoudite. Et la Belgique, New-Zélande. La Belgique, elle joue plus une première qu'une 3e. Oui. Si elle gagne, elle soit première, soit 2e, en fonction du résultat de l'Égypte. Si elle fait un nul, non. Ouais, si elle fait un nul, c'est même pas sûr qu'elle passe. Oui. Quel serait l'adversaire idéal, selon vous? Non, il y a aussi la victoire d'hier de l'Afrique du Sud. Qui a tout basculé, qui nous a justement. encore propulsé vers le... Oui, c'est inattendu. Oui. Quel serait le candidat ou l'adversaire idéal, selon vous, Mus? Jamel disait hier que la Suisse, peut-être. Non, il voulait l'Angleterre, il voulait l'Espagne et non pas l'Angleterre, c'est ça? Il voulait l'Angleterre, il voulait pas l'Espagne. Oui, il voulait éviter à tout prix l'Espagne. Oui. Ce serait un suicide, honnêtement.
Surtout que la machine espagnole est lancée. Sans enlever au mérite des nôtres qui peuvent se transcender contre des grandes équipes. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça contre les Argentins. Ce qui me laisse un petit peu perplexe par rapport à une confrontation contre l'Espagne. Pour ne pas aller encore une fois à la désillusion et à la déception. Je pense qu'il est préférable d'être troisième et de rencontrer la Suisse, par exemple. Oui. Rencontrer même l'Angleterre. Non, la Suisse, c'est bon. Non, c'est pas sûr qu'il y a la Suisse. Il y a la Suisse, mais il y a d'autres prétendants. Il y a aussi les États-Unis, il y a aussi les États-Unis, il y a aussi l'Angleterre. Ça peut être l'Angleterre aussi. Il y a la Belgique aussi, ou l'Égypte. Donc toutes ces équipes-là, les quatre pourront être nos prochains adversaires. Déjà, c'est sûr d'éviter le Canada. Ils se sont classés Oui, second. on a évité le. Ouais. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien à envier à tous ces adversaires dans le prochain tour, Mustapha. On n'a rien à envier à tous ces adversaires dans le prochain tour, bien de toute sûr, façon. pourvu qu'on soit bien en forme et on joue à notre véritable valeur. Je l'ai toujours dit, on a des joueurs, de très bons joueurs. Après, quand on voit notre sélection avec un bon état d'esprit, avec une volonté, je pense qu'on pourra y arriver, pourquoi pas. Le football, ça n'a jamais été une séance exacte. On a vu les moins forts, ils ont battu les plus forts. D'ailleurs, en 2022, l'Argentine a été défiée par l'Arabie Saoudite. Après, a été champion du monde. Donc, en football, rien n'est impossible. Il faut juste avoir envie, faire le match qu'il faut, bien concentré et mettre les choses bien en point avec un bon état d'esprit. Surtout pas contre l'Espagne. Après c'est un autre tournoi, toujours, on le répète, mais à partir du moment où tu sors des poules et que tu as sur un match à élimination directe, Khadija, c'est pas le même tournoi. Oui. Et contre ces équipes-là, le fait qu'on soit pas favori, ça peut aussi être un avantage pour nous, même si je pense qu'avec la Suisse, c'est pas sûr qu'on ne soit pas favori, sans manquer de respect à la Suisse. On peut, mais par rapport aux autres nations, si. Ça sera eux les favoris, pas nous. Favoris. Donc sur un match, tout est possible. Donc, comme je le dis, à partir du moment où tu passes, il faut y aller en étant conquérant. Autrement, pourquoi participer au tournoi? C'est vrai. Donc, c'est pour ça que je pense que ça commence déjà par l'Autriche avant de se projeter sur les matchs des 16e. Exactement. Et puis, Karim, il y a aussi la gestion émotionnelle. À votre avis, sera-t-elle plus importante que la tactique dans ce match? Dans le football, la gestion des émotions est Déjà, au-delà t'as bien coach, je te de dis. la tactique, parce que sans le mental, sans les émotions, eh ben, on n'y arrive pas. C'est ce qui fait la différence entre un joueur professionnel et un joueur amateur. Et, par exemple, tous les joueurs, même si on regarde en Europe, tous les joueurs qui jouent en 3e, 4e division, ils sont tous capables de faire contrôle-passe. Mais en fait, c'est gérer les émotions quand on est sous pression, de pouvoir garder son sang-froid et sa lucidité et de pouvoir continuer à jouer la même chose à très haut niveau. C'est-à-dire que, si je me réexplique un peu mieux, c'est-à-dire qu'un joueur amateur, il est capable de faire techniquement la même chose qu'un joueur professionnel, seulement peut-être pas à la même vitesse et pas avec la même pression. Et c'est ce qui fait que c'est ça la différence en fait entre un joueur professionnel et un joueur amateur. Les joueurs amateurs, ils ont aussi fait des centres de formation, ils ont le même bagage technique qu'un joueur professionnel, seulement c'est mentalement la différence où elle se joue et dans la gestion des émotions, oui. La gestion des émotions, Khaled. Oui, c'est ça, la préparation mentale. Face à aujourd'hui, en plus, c'est devenu à la mode. Maintenant, il y a de la préparation mentale individuelle. On voit certains joueurs qui ont un prépa mental pour pouvoir préparer ce genre de compétition et des matchs importants. Non, c'est devenu très important, mais ça l'a toujours été. Sauf qu'aujourd'hui, on met un peu un zoom dessus. Comme l'a dit Karim, en fait. C'est jouer de la même manière, quel que soit le contexte. Parce que des fois, lors d'un match, pourquoi je disais que le match contre la Jordanie a été important et a été positif pour nous? C'est-à-dire que beaucoup d'équipes, en perdant 1-0 et en étant obligées de gagner, auraient peut-être perdu ses moyens. Seraient rentrées dans une phase de précipitation, auraient perdu ses principes de jeu. En fait, leur adversaire, ça aurait été le temps, ça aurait été l'arbitre, ça aurait été l'adversaire. Donc, ils seraient sortis du match. La préparation mentale, la gestion des émotions vous permet d'être focus sur uniquement le rendement. Et c'est cette phase-là qui vous permet de rester dans le match et de mettre en place ce que vous croyez, c'est-à-dire vos principes de jeu, ce qui vous permet ce qu'a fait l'Algérie, égaliser et marquer le deuxième pour pouvoir remporter ce match. Je voudrais poser une question à Karim. Il a pratiquement vécu le même scénario lorsqu'en 2010, on allait affronter les États-Unis. Oui. C'est pratiquement dans le même... L'obligation de résultat. Le même contexte. Quel sentiment en tant que joueur d'affronter une équipe qui paraît un peu supérieure
et avec laquelle il faudra se battre pour décrocher une qualification. Alors moi, à titre personnel, à aucun moment j'ai pensé ou j'étais dans l'état d'esprit de penser que les États-Unis étaient supérieurs à nous. Moi, j'avais en face de moi, qui jouait au milieu de terrain, Michael Bradley. Il jouait avec moi à Mönchengladbach, il était là en face de moi. J'avais zéro complexe. Au contraire, c'était pour moi une motivation supplémentaire de me dire faut qu'on gagne parce qu'après, quand on va rentrer en club, j'ai pas envie d'être chambré. Donc, en fait, c'est comme ça où les joueurs, ils vont par exemple, Rami Ben Sebaini, il joue en Bundesliga. Il y a les 3/4 des joueurs de l'Autriche qui jouent en Bundesliga, donc c'est des joueurs qui croisent. Donc, à aucun moment, lui, va se sentir complexé vis-à-vis d'eux, bien au contraire. Parce que pourquoi, quand il joue avec Dortmund, il est plus fort, et là, quand il est avec l'équipe nationale, il est censé être complexé. Et c'est la même chose pour Shaibi ou d'autres ou Ait Nouri qui joue à Man City. Et puis tout le monde joue dans de grands clubs, Mustapha. Oui, bien sûr. La préparation mentale et dans la gestion des émotions est très importante dans les clubs professionnels. On y voit d'ailleurs dans les grandes nations du football avec leur préparateur plutôt. Il y a athlétique, il y a un préparateur mental. Donc c'est très important, surtout lors de ces matchs. Bon, des fois, je me pose la question sur le cas Amoura. Amoura, il joue dans un grand club qui est le Wolfsburg, mais on a vu sa situation de match en match à se compliquer. Donc pour moi et pour toute ma petite expérience, je dirais que peut-être que la blessure qu'il a eue, c'est à cause de sa mauvaise préparation mentale, hein, je pense. Hein. C'est ça, Karine. Moi, je peux rajouter quelque chose par rapport à la préparation mentale, parce que c'est un sujet qui m'a toujours très passionné, tout ce qui est cognitif. Alors, ce qu'il faut savoir d'une manière générale, c'est que ça a toujours existé, la préparation mentale, depuis des années. La seule chose, c'est que c'était quelque chose de tabou. Parce que dire d'aller voir, parce que déjà c'est pas un coach mental, ça n'a pas de certification, c'est pas quelqu'un qui est qualifié c'est un psychologue, si on veut aller voir quelqu'un qui puisse aider une personne mentalement, c'est quelqu'un qui a fait des études et qui comprenne les mécanismes intellectuels pour pouvoir aider la personne à se préparer du mieux possible. Et donc aller voir un psychologue, ça a une connotation très négative, donc personne n'osait en parler par le passé. Parce que c'était censé être vu comme une faiblesse. Ah, il n'est pas bien, il doit aller voir un psychologue. Alors que c'est de la préparation mentale qui est faite. Aujourd'hui, les gens ils préfèrent utiliser le terme de préparateur mental, mais en fait, des vrais bons préparateurs mentaux, derrière, ils ont une formation en psychologie. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, comme moi, j'étais au centre de formation en France, à Strasbourg, à l'âge de 16 ans, c'était 15 ans, 16 ans, on était obligés, c'était une fois par semaine, on devait aller voir, il y avait un psychologue qui venait dans le centre de formation et on devait aller le voir. C'était obligé, qu'on le veuille ou pas, on était assis dans la pièce avec lui, il fallait qu'il était là, il essayait de nous aider, comment gérer ses émotions, comment gérer les situations. C'était pas en mode je viens pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais c'était comment appréhender les sensations qu'on avait psychologiquement et comment les gérer intérieurement pour pouvoir toujours rester lucide dans les situations. Très bien. Et en fait, après, on apprend à formater, à mettre plein de choses en place. C'est un long sujet, je ne vais pas tout débattre, mais en gros, c'est juste pour dire que ça a toujours existé et juste là, maintenant, on en parle un petit peu, mais tous les joueurs, normalement, sont censés être accompagnés, parce que c'est tout aussi important que l'aspect. Très intéressant, parce que l'aspect mental, ça fait partie de la préparation. Ça diminue un petit peu l'agressivité des joueurs. Son comportement sur le terrain, l'agressivité et tout. Très bien. Je vous propose, messieurs, allez, on va prendre un petit break pour prendre la température autour des Verts et découvrir justement l'ambiance qui règne actuellement au sein du groupe direction Kansas City, où nous retrouvons notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. L'équipe nationale poursuit sa préparation à Lawrence en vue du rendez-vous face à l'Autriche. Quelles sont les dernières nouvelles en provenance du camp algérien ? Bonsoir Khadija, bonsoir à toute la Dream Team, la vôtre. Écoutez, les Verts se sont entraînés hier à 18h à Arkansas. Et tous les joueurs ont été à la disposition de Vladimir Petkovic, sauf et à l'exception de Mohamed Lamine Amoura qui est toujours
pas remis de sa blessure. Les Verts s'entraîneront encore aujourd'hui à 18h pour préparer ce match, pour peaufiner les derniers réglages, pour être prêts. Ils sont conscients, ils sont en train d'améliorer les automatismes. C'est un groupe soudé, c'est un groupe qui sourit, c'est un groupe il y a une bonne ambiance. Ils préparent ce match, ils sont au courant que ce match est se jouera comme si c'était une finale et l'enjeu est très grand. Vladimir Petkovic n'a pas d'autre choix que arracher cette qualification pour aller au prochain tour. Et pour les Verts, aujourd'hui, il y a l'entraînement. Par contre, demain, il y aura la conférence de presse. Vladimir Petkovic à 15h30, heure Kansas City, face à la presse. Et il y aura un entraînement ouvert à la presse à 18h qui le précède d'une zone mixte à 17h45. Et puis, vous êtes à Kansas City ou dans 2 heures peut-être ou dans moins d'1 heure aura lieu le match entre la Tunisie et les Pays-Bas. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance qui règne autour de vous, Faisal. Ah bah l'ambiance elle est en fait c'est une ambiance de folie. Il y avait un peu de pluie tout à l'heure, donc il y a les supporters hollandais qui rentrent et qui sont ça va se jouer ce match dans un stade archi-camp parce que les Hollandais sont beaucoup ici. Pour la Tunisie par contre le match après 2 défaites c'est beaucoup plus pour sauver l'honneur, un match pour pour gagner, pour faire un match nul ou bien pour marquer un seul but parce que ils ont perdu avec des scores assez lourds. Et donc pour ce match, il va être pour les Tunisiens un match pour sauver l'honneur. Et l'ambiance à Kansas City, c'est les Hollandais qui règnent. Merci beaucoup Faisal Salah, notre envoyé spécial d'Al24 News à Kansas City et un grand big up surtout à vous, à Faisal et puis à Hamza Bouhara, notre deuxième envoyé spécial, notre caméraman. Et merci pour tout le travail que vous faites. Bon courage. Merci Khadija, on parlait... Allez, Faisal nous a parlé on peut l'appeler un casse-tête, le cas Amoura. Donc, c'est comme si le défi autrichien ne suffisait pas. Il y a aussi Vladimir Petkovic doit également gérer un dossier sensible, celui de Amoura. Oui, mais je pense qu'ils l'ont déjà géré à partir du moment où ils ont eu la blessure, parce qu'elle est arrivée avant le match contre la Jordanie. Ça ne m'a pas empêché de mettre un 11. Et je pense même que la deuxième mi-temps va peut-être redistribuer les cartes. Il va peut-être faire passer Amine sur le côté gauche et peut-être qu'il y aura l'entrée d'un Ben Bouali et rebasculer Chaibi au milieu de terrain. Donc bien sûr que c'est une absence qui pèse, parce que comme je vous l'ai dit, c'était le meilleur buteur des éliminatoires. C'est un joueur de transition, on n'en a pas autant que ça. Mais comme on dit malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc peut-être qu'il va avoir une autre configuration tactique. Et l'absence... qu'on puisse retrouver un petit peu, au moins découvrir un Boudbina sur le côté gauche aussi, qui pourrait donner un petit peu de percussion en attaque. Aussi. Que si Bembouali ou beaucoup plus Guiri n'est pas au top, je pense que Boudbina pourrait apporter le plus. Bien sûr. Hein? Non, mais il n'est pas le seul, Jamel. En plus, il n'y a pas que lui qui... j'ai l'impression, ne font pas partie en fait des premiers choix de Vladimir Petkovic. Oui. Il y a aussi c'est le cas aussi de Tetraoui. Absolument. Ouais. Oui, on y reviendra justement sur Tetraoui. On va parler à Karim. Karim, l'absence éventuelle de Amoura pourrait-elle ouvrir la porte à d'autres profils? Fortement, quand il y a un joueur qui est blessé, ça donne des opportunités aux autres. Amoura, sur le dernier match, on a dû faire déjà 100. C'est un joueur, comme l'a dit Khaled, qui est important parce que on connaît son potentiel et ça a été le meilleur buteur pendant les éliminatoires. Il nous a sauvés plus d'une fois. Ces derniers temps, il était un petit peu moins bien. Peut-être que cette blessure peut être aussi une façon à lui de sortir de cette pression-là et de revenir un peu comme si c'était un petit reset. Je sais pas, c'est le côté. J'essaie de voir le côté positif de la situation en disant peut-être que ça le protège un petit peu cette blessure et que ça lui permettra de recommencer un petit nouveau départ, un mini nouveau départ. Mus, le groupe est-il capable d'absorber une absence aussi importante comme celle de Amoura? Sincèrement, nous, derrière, non. Amoura était un élément incontournable dans l'effectif. D'ailleurs, il était le meilleur buteur des éliminatoires. C'est pas rien. En plus, c'est vrai qu'il a passé une phase très difficile où il a duré. Donc c'est pour cette raison que, quelque part, psychologiquement, il a été atteint, surtout lorsqu'il jouait, il
pouvaient même pas essayer d'arrêter cette crise psychologique. Donc, pour nous, maintenant, c'est un dossier, c'est vrai que c'est un dossier clos, mais en espérant qu'Amoura reviendra dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est pas un retour très vite. Et puis, messieurs, vous voulez ajouter quelque chose sur Amoura? Oui. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le match chez l'Autriche. Parce que si on voit ce qu'on a eu comme possession de balles, le pourcentage de possession de balles aussi bien contre l'Argentine que contre la Jordanie, c'était quand même assez appréciable. Très conséquent, même si contre l'Argentine, ça s'est passé beaucoup plus au milieu du terrain. Est-ce que cette manière de jouer ne va pas nous faciliter un petit peu pour arracher un nul? Et la question est directement posée aux joueurs. Bien sûr, de toute façon j'en ai parlé hier, Jamal. En fait, la deuxième mi-temps, on a commencé à poser le ballon dans le camp adverse, avec un Maza qui a été très disponible. Je pense que c'est cette identité-là qu'on a, et qu'on n'a pas eu assez lors de l'Argentine. On l'a eu, mais dans notre camp à nous, donc on n'était pas dangereux. En plus, la Jordanie nous l'a donné quasiment entre guillemets, donc ça nous a permis de se développer, parce que la Jordanie, dans son identité de jeu, c'est de la transition, elle ne veut pas le ballon. Mais moi, je pense, vraiment, par rapport aux joueurs qu'on a au milieu de terrain, que c'est ce qu'il va falloir adopter. On a des joueurs qui sont capables d'être disponibles, on a des joueurs qui sont capables de garder le ballon, donc ça va être comme ça qu'on va pouvoir essayer de déséquilibrer l'adversaire. Pendant les qualifications, même un peu pendant la Coupe d'Afrique, j'ai l'impression que le sélectionneur voulait jouer uniquement en transition. C'est-à-dire être costaud défensivement. C'est pour ça que des fois, il mettait un Amoura en off, il mettait des joueurs qui allaient vite. En fait, il ne cherchait pas à avoir la possession. Mais moi, je pense vraiment qu'en ayant la possession, on est capable de déséquilibrer n'importe quelle équipe. Donc oui, Jamel, je confirme ce que tu as dit, c'est qu'en essayant de garder le ballon dans le camp adverse, pas dans notre propre camp, on peut déséquilibrer cette équipe autrichienne. On va écouter l'avis de Karim avant de partir ou sortir pour une pause. Allez, Karim. Alors, moi, ce que je pense, c'est... en fait, je vais répondre aussi un peu différemment. La différence pour moi entre l'Autriche et nous, c'est-à-dire que nous, on a des joueurs créatifs, ce qu'ils n'ont pas du tout. C'est-à-dire que eux, c'est des joueurs qui courent droit, ils font la passe de A à B, mais il n'y a pas... on va jamais voir un passement de jambe ou une talonnade. En tout cas, c'est pas le profil de joueur qu'ils ont. Donc, mais par contre, ce qu'ils ont eux, c'est la rigueur et l'intensité des courses. Donc très disciplinés, et ils courent beaucoup. Donc c'est pour ça que, en fait, on a potentiellement, si nous on arrive à mettre ce niveau d'exigence, on arrive à se mettre à ce niveau-là d'exigence tactique, ben, en fait, moi j'y vois pas, l'Autriche est largement abordable pour nous, pour une victoire. Mais aujourd'hui, comme dit, on n'a pas les automatismes, c'est une équipe encore qui se cherche. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai plein d'interrogations encore sur notre équipe nationale. Parce que on n'a pas une équipe qui a joué plusieurs fois de matchs d'affilée, quoi. Allez, messieurs, on marque une courte pause et on revient juste après dans Club Mondial. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. Et puis depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance chez les observateurs et chez les supporters, celui de Yacine Tetraoui. Pourquoi, à votre avis, suscite-t-il autant d'attentes ? Parce que à chaque fois qu'il a été appelé, même s'il n'a pas été appelé beaucoup de fois, à chaque fois qu'il a été titulaire, il a rendu de bonnes copies. Je pense notamment au match contre le Guatemala lors du dernier rassemblement, son entrée contre l'Uruguay. C'est un joueur qui, pour moi, montre depuis pas mal de temps de bonnes choses dans son club. Donc moi, je pensais même le voir lors de cette Coupe d'Afrique, parce qu'il avait été appelé, je crois, contre le dernier rassemblement entre Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça, on a vu des belles choses. Et puis du jour au lendemain, il n'est plus utilisé par le sélectionneur. Donc forcément, on se pose des questions. Khaled, son profil manque-t-il actuellement au milieu algérien ?
Manque-t-il? Non, parce qu'il n'a peut-être pas encore le nombre de sélections nécessaires, mais on aurait aimé, moi je pense, aimer le voir. Déjà au moins contre les Pays-Bas ou contre la Bolivie. Déjà pour qu'il puisse continuer à s'affirmer au sein de ce milieu, parce que moi je pense que Titraoui fait partir de l'avenir de cette équipe nationale. Et c'est pour ça que de passer de match titulaire au Guatemala, même si ce rassemblement était au mois de mars, à quand même une entrée en jeu positive contre l'Uruguay, à plus rien, forcément ça suscite du questionnement. Mais pour moi, ça n'enlève rien à sa qualité. Après, est-ce qu'il faut être au quotidien avec lui à l'entraînement pour savoir ce qui se passe vraiment? Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années. Donc c'est vrai que ça me chagrine un peu de ne pas le voir effectuer ne serait-ce qu'une minute. Vous aurez aimé le voir, Jamal? Comment? Bien sûr, c'est une valeur très sûre. Honnêtement, c'est un des meilleurs milieux de terrain du championnat belge, tout le monde le dit. Il y a des observateurs, les observateurs les plus avertis qui vivent pratiquement tous les matchs du championnat belge vous disent que c'est un très très grand milieu du terrain et qui pourrait être convoité par d'autres équipes beaucoup plus huppées que l'équipe de Charleroi. Donc je pense qu'il n'y a pas que lui, hein, malheureusement, qui a été retenu, qui ne joue pas. Il y a aussi Hajmis, les deux n'ont même pas été essayés en match de préparation contre la Bolivie. C'est les deux qui n'ont pas pris part à une minute des matchs contre la Hollande, contre les Pays-Bas et la Bolivie. Et je pense que ça veut dire que Petkovic ne compte pas sur eux totalement. Maintenant, il faudrait que ce soit une catastrophe au niveau du milieu du terrain pour que Titraoui puisse rentrer, à moins que lors de ce match, je ne sais pas si on est déjà qualifié, peut-être qu'il fera quelques minutes. Je pense que Titraoui, le seul, peut-être parmi les seuls, qui n'a pas été utilisé lors des matchs de préparation, il pourra rentrer comme titulaire. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ça m'étonne qu'il puisse rentrer, sauf, je dis, une catastrophe, c'est-à-dire des blessures en cascade au niveau du milieu du terrain. Ou un résultat qui nous arrange contre l'Autriche, où il pourrait peut-être faire jouer quelques minutes. On va poser la question à Karim Atmour. Yacine Titraoui, son profil correspond-il aux exigences d'une rencontre comme celle de l'Autriche? Déjà, c'est quoi son profil à Titraoui? C'est vous le technicien, Karim. Khaled le connaît très bien. Parce que ouais, Khaled, donne-nous son profil un peu. En fait, il peut jouer, pour moi, il peut jouer sur tous les postes du milieu de terrain. Tu peux le mettre comme un 8, comme tu peux le mettre devant la défense, tu peux faire jouer dans un double pivot devant la défense. C'est un joueur intelligent, qui est bon dans la passe, qui est bon qui joue devant aussi. Oui, bien sûr, qui est bon dans la passe, qui est bon dans la récupération. Non, pour moi, c'est un joueur d'avenir, Karim. Après, si je parle de cohérence, à partir du moment où il n'a pas été utilisé dans les matchs de préparation, je ne le vois pas démarrer contre l'Autriche. Je ne le vois pas démarrer contre l'Autriche. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça serait quoi le signal? Je ne sais pas, franchement, ça fait longtemps que je ne sais plus. Mais je veux dire, un match important comme ça, est-ce que tu vas le mettre? Ce serait ni dans l'intérêt de l'équipe nationale, peut-être, ou du sélectionneur, et ni dans l'intérêt du joueur. Je pense qu'il va. Moi, si j'aurais dû gérer ce cas, je l'aurais peut-être géré différemment, en l'intégrant lors des matchs de préparation, et peut-être lors des premiers matchs, en fonction des matchs de préparation, peut-être lors des premiers matchs du mondial. Ce n'a pas été le cas, donc je ne pense pas qu'il va le faire contre l'Autriche. Et puis changer son milieu avant un match décisif, c'est plutôt risqué ou courageux? Non, ce serait osé. C'est osé. Déjà qu'on change à chaque fois le 11 rentrant. Maintenant, c'est-à-dire s'il y a d'autres changements, ça ne va pas m'étonner, moi, mais bon, je ne pense pas que Titraoui fera partie de ces changements. C'est le joueur qui a le profil de Ben Nasser, pratiquement, qui peut rendre énormément de services. Il est intelligent. Très intelligent, il a une bonne frappe de balle en plus. Très intelligent dans les... Très à l'aise avec le ballon. Très à l'aise avec le ballon. Il court beaucoup. Oui, exactement. Il casse les lignes. Exactement. C'est pour ça qu'on a besoin des joueurs qui c'est dommage qu'on puisse pas. C'est dommage qu'on puisse pas. Quand on est en possession. Voilà. Donc c'est un joueur très très important au milieu de terrain. D'ailleurs, il a la cote en Belgique. Oui. Et je pense qu'il va pas rester en Belgique. Je pense qu'il a une qualité en plus, parce que là on parle toujours avec le ballon. Et parce qu'il y a toujours beaucoup de monde qui demande à chaque fois par rapport à Zerouki et tout. Zerouki, l'une des qualités qu'il a que les autres n'ont pas, c'est défensivement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable d'aller courir pour récupérer les ballons. C'est pas Ben Taleb, c'est pas le type de profil à aller se battre, à aller tacler pour récupérer la balle. Zerouki, il est moins à l'aise avec le ballon que les Ben Taleb. Mais en fait, c'est ce genre de profil qui nous manque un tout petit peu aujourd'hui en équipe nationale. Des joueurs capables de défendre et voilà, et d'aller faire le sale travail. D'aller courir, récupérer la balle, aller dans les duels, d'être agressif.
on a des joueurs de ballon, mais il nous faut aussi un peu ce type de joueur-là. Et je pense que Titraoui est un profil qui peut faire ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il aurait fallu l'essayer déjà pendant les matchs de préparation, en tout cas de... En fait, c'est ça son point fort, déjà. C'est qu'en fait, il a cette double casquette. C'est-à-dire qu'avec ballon et sans ballon, il a ces qualités-là. Donc c'est pour ça qu'il peut jouer dans des 3 postes du milieu de terrain. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, je ne m'en cache pas. Je l'ai suivi déjà quand il avait 18 ans, quand il a même fait la première coupe arabe avec Magid alors qu'ils avaient gagné, même s'il n'a pas joué beaucoup. Il était rentré malheureusement contre l'Égypte, il avait pris un rouge. Mais non, moi, c'est un joueur que j'apprécie. En plus, il progresse d'année en année. Donc je pense que ça va être un joueur, même si ce n'est pas pendant ce mondial peut-être, qui fera partie des joueurs importants dans l'avenir. Le Mexique a fait jouer un joueur de 17 ans hier. Et puis allez, direction le reste du mondial, messieurs, avec l'exploit sud-africain. Juste un petit point, juste un petit peu, Radja, parce que là, on parle, on donne des noms comme ça. Mais après, si on se projette concrètement, ça veut dire si là, par exemple, vous voulez vous projeter avec un Titraoui, Titraoui, il joue à quelle position? Il va jouer à la place de Chaibi. C'est-à-dire si on joue avec 1-6, parce que c'est ce qu'il fait, 1-6 et 2-8. Donc vous le mettez où et à la place de qui? C'est-à-dire c'est à la place de Maza? Non. À la place de Bentaleb devant la défense? Parce que je pense que c'est Bentaleb qui va jouer le prochain match. Ça veut dire Bentaleb, il l'a mis premier match, il l'a enlevé deuxième, il l'a rentré à la mi-temps, là il le ressort, il remet un autre. Non, mais après, là quand même, on est d'accord pour le match contre l'Autriche. Je ne pense pas qu'il va le mettre ni en 6 ni en 8. Mais dans une autre configuration, il peut le mettre en 6 devant la défense, il peut le mettre en 8. En tout cas, il peut les mettre en concurrence avec ces joueurs-là. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Merci Khaled, merci Karim. On passe à autre chose, on passe à... Allez, je parlais de l'Afrique du Sud qui a décroché une qualification historique pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Bafana poursuivent leur parcours remarquable et sortent désormais un duel face au Canada. Exactement. Avec l'ambition de prolonger l'aventure américaine. Oui, ils sont capables, parce que moi je les ai vus, honnêtement, je les ai vus le premier match contre le Mexique en match d'ouverture. C'était pas une équipe qui nous a emballés. Mais le deuxième match, ça a été un peu plus sérieux. Ils arrachent le nul, donc ils sont restés en vie jusqu'à la fin. Et ils battent une équipe de Corée qui est très difficile à manier. Donc 1-0 contre la Corée du Sud, qui elle-même se retrouve en 3e position. Donc ils jouent le Canada. Ils auraient espéré peut-être jouer la Suisse, mais ils jouent le Canada pratiquement, je pense, chez eux. Au Canada, donc. Mustafa, que dire sur le parcours de l'équipe sud-africaine? Ça a commencé contre le Mexique. Ouais, contre le Mexique. Sincèrement, je ne sentais pas qu'ils pouvaient aller loin. Après, lors du deuxième match, ça allait un petit peu mieux. Mais lors du troisième match, je pense que Hugo Broos, avec son effectif, il a fait beaucoup de changements lors du dernier match. Il a pu quand même réussir à qualifier cette équipe pour la première fois au deuxième tour. Après, c'est vrai qu'une équipe pratiquement composée des joueurs de championne d'Afrique, la Ligue des champions de Sundowns, voilà. Donc c'est vrai que au point de vue cohésion, ils ont beaucoup de bonnes choses. Après, même sur le plan qualité physique et qualité de jeu, j'ai vu que c'est une équipe qui pourra aller loin. Et ils ont un très grand gardien de but. Exactement, Williams. Et c'est le mondial aussi des gardiens qui font un excellent... Ah oui. On a découvert des gardiens exceptionnels. D'un certain âge en plus. D'un certain âge en plus. D'un certain âge, oui. Non, puis, mais pour revenir sur l'Afrique du Sud, en fait, c'est une équipe qui monte en puissance. Moi, au-delà de la défaite du premier match, ce qui m'avait déçu, c'est qu'ils n'avaient pas joué leur jeu, ils n'avaient même pas joué du tout. Exactement. Pourtant, pour revenir sur ce qu'a dit Mustapha, l'ossature, c'est l'ossature de Mamemoli, ceux qui viennent de remporter la Ligue des champions africaine. Donc c'est une équipe qui est réputée pour pouvoir jouer, ils envoient du jeu, ils ont des automatismes. Et le premier match, ils sont passés totalement à côté. Alors est-ce que c'est le poids d'un match d'ouverture? C'est pas facile. Contre un pays hôte aussi, ce qu'on disait lors de notre premier match à nous. Et puis au fur et à mesure, ils sont en train de retrouver de la confiance. Le match nul, je crois qu'ils avaient arraché dans les fin de la rencontre, lors du deuxième match, leur a donné de la confiance et ils gagnent le troisième match contre la Corée du Sud. Donc oui, non, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, qui prend de la confiance et je pense que si elle joue son jeu, elle va poser des problèmes au Canada. Et puis, Karim, Canada, Afrique du Sud, qui part favori?
dans cette confrontation? Non, je voulais apporter encore ma lecture des choses qui est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'avant, on avait 32 équipes qui se qualifiaient à la Coupe du Monde. Donc faire une Coupe du Monde, c'était faire partie des 32 meilleures équipes du monde. Cette année, c'est 48. Donc en fait, quand on se qualifie en 16e, on fait partie des 32 meilleures équipes. Donc en fait, si l'Afrique du Sud arrive en 16e de finale, elle se qualifie en fait à la vraie Coupe du Monde, ou par laquelle elle a déjà participé par le passé. Donc c'était une fausse, avant c'était C'est une une fausse fausse Coupe du Monde. Coupe du alors. Monde. Coupe du Monde en Non, plastique. mais, C'était le Coupe mais du Monde la en Coupe du plastique. Monde, historiquement, c'est les 32 meilleures équipes du monde, non? C'est ça? En cas de qualification, l'Algérie sera dans la même posture. Hein. Bah oui, mais moi, je parle mathématiques, là. Ok, allez, qui part favori? Allez, qui part favori avant de passer au Brésil, Jamel? Canada ou Afrique du Sud? Je pense que le Canada aura un petit avantage. Je pense. Mus? Afrique du Sud. Hein. Canada favori, mais surprise d'Afrique du Sud. Ok, ça sera peut-être une nouvelle belle surprise africaine de ce mondial en attendant les autres représentants. Il y a pratiquement toutes les équipes africaines qui sont en bonne position pour se qualifier au deuxième tour. Hein. Exactement. On l'avait dit, il y aura peut-être au moins 5-6 nations. Ouais. Exactement. Et puis la Sélessa aussi a rassuré, ou plutôt a assuré et rassuré. Voilà. Sa qualification pour la phase à élimination directe, portée par un collectif très solide, et par le retour de Neymar, le Brésil confirme progressivement ses ambitions, on va dire. Elle confirme progressivement parce que Neymar est revenu ou elle confirme progressivement En fait, par rapport au les deux. D'accord. Je pense qu'il est rentré parce qu'il y avait 3-0. Oui. Et la blessure de Rafinha. Il est resté beaucoup plus sur le terrain à la fin du match, avec les bouches-bouches, les embrassades, Et c'est depuis que sur le terrain en train de jouer. Et c'est un retour depuis 2014 quand même. Oui. Oui, il monte en puissance, le Brésil, là, avec 7 points. Vinicius, 4 buts. Cunha, 3 buts. Donc, ils ont une attaque qui frappe fort, hein, en l'absence de Rafinha. Mais qu'est-ce que ça va être contre les Pays-Bas ou le Japon? Oui, ça va être très difficile, mais... Un vrai test. Hier, avant le match contre l'Écosse, on avait encore des questionnements. On avait besoin d'un match parce qu'il faut un premier match poussif contre le Maroc. Ensuite, ils gagnent contre Haïti. Et on avait besoin, même si l'Écosse, hier, je les ai trouvés quand même un peu décevants, sans manquer de respect à l'Écosse et sans enlever le mérite aux Brésiliens. Mais je pense que c'est un match, oui, comme l'a dit, qui monte en puissance. Et le véritable test, ce sera contre les Hollandais ou les Japonais. Et puis la question qui se pose, jusqu'où peut-elle aller cette équipe brésilienne dans ce mondial? À votre avis, Karim Admour? C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Monter un petit peu en puissance, on va voir. Hein, c'est pas le Brésil qu'on a connu les autres années, qui nous faisait tous rêver. Mais bon, voilà, il faut sous-estimer aucune équipe. Donc peut-être qu'elle va monter en puissance encore plus. Jusqu'au quart de finale, parmi les 8 meilleures équipes au monde, je pense qu'elle devrait y arriver. Et après, on verra. C'est l'une des meilleures, c'est une des meilleures 32 équipes, comme tu viens de le dire. Oui. Encore. Karim, mais même si elle joue contre la Hollande ou le Japon, tu penses qu'elle va en quart? Mais en fait, en termes d'intensité, elle n'a pas l'intensité de la Hollande ou du Japon. Elle n'est pas capable de mettre la même intensité. Ils jouent encore sur un autre football, un mixte entre football talent qu'ils n'ont plus trop, ils n'ont plus autant de talent, et ils essayent de trouver un mix, un hybride entre leur ancien football et là le football moderne. Mais ils se cherchent pour moi encore un petit peu, ils ne se sont pas trouvés. Donc c'est possible qu'après ils en décliquent sur un match. Et puis si on dit Brésil, est-ce que c'est un collectif ou c'est des individualités? Quelle est la force de ce Brésil actuel? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des individualités. Il y a Vinicius, il y a Cunha, il y a des joueurs de très, très grande qualité. Et si Ancelotti arrive vraiment à constituer un vrai collectif, je pense que le Brésil aura son mot à dire aussi, encore une fois, dans ce mondial. Même s'il n'est pas parmi les premiers favoris pour le sacre. Mais je pense qu'après la France et l'Argentine, je pense que le Brésil se classera facilement parmi les 3 ou 4 premiers qui peuvent... Oui, je pense, honnêtement. Maintenant, ça dépendra s'ils jouent contre le Japon, parce que le Japon est une excellente équipe. Je ne sais pas que ça va être, mais s'ils passent l'écueil du Japon, je pense qu'ils sont bien lancés. C'est pour ça que c'est un véritable test. Si, comme l'a dit Jamel, ils passent ce match-là, c'est-à-dire c'est 16e entre ou le Japon ou la Hollande, ça va leur donner la confiance avec un entraîneur qui a énormément d'expérience,
Donc après, ils seront lancés vraiment dans le tournoi avec des ambitions. Mais le véritable test, ce sera les 16e. Et puis, avec le retour de Neymar, le roi du Brésil, comme on l'appelle, le Brésil est-il meilleur avec ou sans Neymar, Mustafa? Ça, c'est un autre débat. Neymar en forme, je pense que si, bien sûr. Le Il Brésil peut aider a cette besoin de équipe. Neymar, c'est normal. C'est un grand joueur, un élément il est très bon avec ballon. Il peut faire la différence. Après, si Neymar est en forme, avec toute sa forme, je ne sais pas. Maintenant, c'est pas le Messi de l'Argentine, mais quand même, Neymar, avec toute sa forme et avec tout son physique, je pense qu'il pourra rendre service à cette équipe. Le Brésil, avec Neymar, le Brésil, c'est le Brésil samba. Mais avec son Neymar, c'est beaucoup plus rigoureux. Je pense qu'il joue mieux actuellement sans Neymar. Il revient de Même loin. si sur le plan psychologique, la présence de Neymar au sein de l'équipe apporte beaucoup de réconfort aux Brésiliens, de manière générale. Et c'est le 4e mondial de la star brésilienne de 34 ans. Allez, on va passer à une autre nation. C'est un roi sans couronne. Hein. Pardon? C'est un roi sans couronne. Exactement. C'est celui qui était censé être le petit Pelé. Oui, voilà. Il fut un temps. Allez, bref, autre nation qui fait rêver, hein, c'est le Mexique, porté par son public et l'énergie de tout un pays. Carton plein hein, pour le Mexique, carton plein, une qualification. Hier, j'ai vu le match contre la République tchèque. Vraiment, c'était un match très difficile pour eux au départ. Mais par la suite, on voit l'engagement avec lequel ont joué les Mexicains, pourtant d'ores et déjà qualifiés et assurés de la première place. Ils ont fait leur carton plein, ils ont voulu mettre les 9 points, ils ont fait le maximum. Est-ce qu'il y a eu des changements, Jamel, ou pas? Il y a eu quelques changements. Je dis même un joueur de 17 ans qui a été incorporé. Après, quand vous avez comme ça carton plein avec des changements lors du 3e match, ça veut dire que tout le groupe est concerné. Bon, tout le groupe ils auront l'avantage de jouer chez eux aussi. Oui, mais justement, c'est pour ça, quand vous avez tout le groupe concerné devant votre public, c'est une équipe qu'il va falloir suivre. Karim, dernière question. Le Mexique profite-t-il d'avoir joué, de jouer à domicile? Oui, clairement, comme vous venez de le dire sur le plateau. Je pense que tant qu'ils feront les matchs chez eux à domicile, ils seront dangereux et ça va être compliqué de les arrêter. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur équipe quand on les voit jouer. Il y a un petit truc qui se dégage en plus avec le public. Donc il y a ce petit truc qui est spécial. Et donc voilà, à domicile, ils ont vraiment une force supplémentaire. Jusqu'où peut-il aller Pardon pour les gens qui aiment les statistiques, c'est le 26e match sans défaite chez eux. Pour la sélection mexicaine. Jusqu'où peut-elle aller cette sélection, Mustafa? En plus, Khadija, sur les 3 matchs, ils n'ont pas pris de but. Oui. Donc sur l'organisation défensive, c'est un tout. Exactement. Donc c'est très positif pour cette équipe. En plus, ils ont marqué 6 buts. 7. Quelque part, c'est une équipe qui va doucement, mais qui peut faire des problèmes à d'autres sélections. Et puis qui sait, peut-être le Mexique peut transformer l'avantage du terrain en épopée mondiale. C'est ce qu'on va le savoir de toute façon. Et il joue qui, Khadija? Il joue qui en 16e? Pas encore, je ne sais pas encore. D'accord. Je sais pas. C'est vraiment, il y a 48 équipes. Il joue le 3e du groupe C, je pense. C'est qui le groupe C? Allez, on arrive à la fin de l'émission. On va répondre à cette question demain, Khaled. Merci à tous. L'Équateur qui mène déjà 2-1 contre les Allemands. Merci Karim Atmour d'avoir été avec nous. Merci messieurs de m'avoir accompagné ce soir. Merci. Au revoir, allez. À demain. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم.